À la une ce soir, le suspense autour du CHU. La directrice de l'ARS a annoncé que la décision de délocaliser totalement ou partiellement le centre hospitalier sera connue dans un mois. Le collectif de défense crie au scandale. Don du sang, les réserves sont au plus bas. Pour sensibiliser la population, les motards du Nord ont décidé de lancer l'opération Un motard, une poche. Elle aura lieu demain au cœur de la ville de Pointe-à-Pitre. Il faut protéger les sternes. L'île Les Blancs, refuge de ces oiseaux marins pour leur reproduction, sera ainsi interdit d'accès à tous les visiteurs jusqu'à la fin des grandes vacances. Nous verrons comment les agents du parc national veillent à leur protection. Il allie simplicité et brutalité à la fois, en tout cas celle des mots. Sadik, le plus anti-bling-bling des artistes dancehall, sort son nouvel album En silence. Il sera avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Il faudra encore attendre un mois pour connaître le plan définitif qui sera adopté pour le CHU. Après plusieurs semaines d'attente, Valérie Denux, la directrice de l'ARS, a annoncé hier soir que la ministre de la Santé ne tranchera sur ce dossier qu'à l'issue d'une étude de faisabilité prévue pour durer un mois. Le collectif de défense crie au scandale. Le récit d'Anne-Elisabeth Artsen avec les images de Moïse Dexter. Réunis en congrès à la résidence départementale jeudi soir, concernant la délocalisation du centre hospitalier universitaire, les principales instances du CHU ont de nouveau fait le point concernant la réorganisation des soins sous l'égide de la directrice de l'ARS. Valérie Denux a alors annoncé le lancement d'une nouvelle étude de faisabilité. Cette étude portera notamment sur l'implantation des blocs modulaires, de véritables blocs opératoires, mobiles et permanents sur le site de Palais-Royal. Les conclusions de cette nouvelle étude sont alors attendues pour la fin du mois. La directrice de l'ARS précise également qu'une délocalisation totale serait définitive jusqu'à la livraison du nouveau CHU. Par ailleurs, quelle que soit la décision prise, à savoir la délocalisation totale ou partielle, la durée des travaux serait d'au moins 18 mois pour un coût estimé à plus de 50 millions d'euros. La décision finale devrait quant à elle être annoncée entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Et l'établissement français du sang Guadeloupe-Guyane demande aux Guadeloupéens de se mobiliser au cours des 4 semaines prochaines. Les réserves en produits sanguins sont au plus bas et pourraient bien l'être davantage au cours du mois de mai. Un mois émaillé de nombreux jours fériés. Les motards du Nord ont déjà en tout cas répondu à l'appel. Ils organisent demain une opération Un motard, une poche au siège de l'établissement français du sang à Pointe-à-Pitre. Le reportage d'Yvan Lemar. Depuis le début du mois d'avril, les stocks de produits sanguins sont au plus bas. 448 poches de sang ont été récoltées contre 600 attendus pour la période. Une situation inquiétante qui impacte certaines transfusions et le traitement de pathologies particulières. Alors, les conséquences, c'est que évidemment, on a du mal à répondre à certaines demandes venant des établissements de sang. Notamment sur les particularités, notamment sur les produits phénotypés, parce qu'il faut savoir que qu'on trouve un profil phénotypique particulier, bien plus répandu sur notre population guadeloupéenne. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est important pour nous qu'on arrive à récolter suffisamment de poches en local pour qu'on puisse aussi répondre aux besoins des patients qui sont aussi pour la plupart des locaux. Donc sinon, alors heureusement quand même, nous avons régulièrement, en cas de pénurie ou de stock faible, nous avons régulièrement des entrées en stock qui proviennent des poches de métropole. Donc nous commandons des produits en provenance de l'Hexagone. Pour tenter de remonter les stocks de dons, une opération de grande envergure est prévue demain à Pointe-à-Pitre. Demain, justement, on a une grande collecte qui est organisée par les motards du Nord et en collaboration avec l'Union des donneurs. Donc sur le site de Pointe-à-Pitre, de 8h à 13h. Alors on attend toute la population, que vous soyez motard ou pas, on attend toute la population sur le site pour un don de sang. Pour le moment, une moyenne de 25 poches par jour est récoltée, alors que 40 dons de sang par jour sont nécessaires pour l'autosuffisance. Et en Martinique, après les inondations qui ont dévasté les communes du Sud, et notamment celle du François, l'heure est à la reconstruction et à la solidarité. Une dizaine d'associations regroupées en collectif appellent chacun à déposer à l'hôtel de ville de la commune des produits secs, des vêtements électroménagers pour les 140 familles sinistrées des quartiers de cette commune. Le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Oui, c'est pour déposer les paquets. Depuis mardi, les dons affluent par paquets entiers. Oui, voilà, pour les sinistrés. Oui, merci. Ok, je vous en prie.
Merci beaucoup, madame. Des particuliers pour la plupart, comme Monique, qui apportent aujourd'hui des produits de base. Des pâtes, de quoi nettoyer la maison, et du riz, du lait. J'ai appelé la mairie ce matin quand même, pour avoir plus de précision, parce que je ne savais pas s'il fallait porter des denrées, parce que j'ai beaucoup entendu sur les denrées justement pour le nettoyage. Et voilà, les denrées alimentaires, je n'avais pas entendu, alors je suppose qu'ils en ont besoin. Dans les locaux inoccupés de la mairie, les bénévoles se relaient presque jour et nuit pour trier les dons. Ici, des centaines de sacs de linge principalement. On sépare déjà, on met les vêtements de femmes par catégorie, vêtements de femmes, vêtements d'hommes, vêtements d'enfants, même du linge de maison. Nous avons aussi du matériel scolaire. Il n'y a pas beaucoup pour les enfants ainsi que les bébés. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que les gens pourraient nous donner. Mais tous les vêtements ne peuvent pas être redistribués. Des vieux slips, non, on peut pas donner. Non. Quand même, on respecte les gens qui donnent, hein. On les encourage à donner, mais on essaie de donner de bonnes choses. Ce sont des chaussures qui sont usagées, vous voyez bien que c'est abîmé, on ne prend pas ça. Ce qu'on aurait souhaité, c'est du linge de maison, puisque comme ils ont tout perdu, il y a par exemple des nappes, des draps, des serviettes de toilette. Dans la pièce d'à côté, on stocke les denrées alimentaires de première nécessité, eau, huile, produits secs et d'hygiène. Depuis les inondations, c'est une véritable chaîne de solidarité qui s'est créée. Une dizaine d'associations se sont spontanément regroupées pour organiser et gérer les collectes. Nous avons besoin de tout ce qu'il peut y avoir dans la maison. Donc ça va du petit électroménager en passant par la literie, par des tables, des chaises, mais tout cela des choses en bon état. Nous avons donc les éléments qui montrent les besoins précis des personnes en fonction des familles. Le besoin d'une personne vivant seule n'est pas le même qu'une mère avec 5 enfants. Donc nous allons travailler en fonction de ça pour la redistribution, donc en fonction des besoins réels qui ont été identifiés par les travailleurs sociaux du CCAS. Les particuliers peuvent encore déposer leurs dons jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et dès demain, les associations débuteront leur grande tournée pour distribuer à chacune des 140 familles sinistrées de quoi se nourrir, se vêtir et vivre un tant soit peu décemment. Et puis voici une nouvelle qui ravit les élus guyanais et qui devrait rassurer aussi la population. 80% des 30 mesures du plan d'urgence adoptées par le gouvernement pour la Guyane ont été mises en œuvre. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier la ministre des Outre-mer aux élus guyanais qu'elle a rencontrés à Paris. Le compte-rendu est signé Jonathan Lariot. Moi, ce que je peux dire de façon très synthétique, c'est que l'accord de Guyane prend corps. Retour au pays pour les parlementaires guyanais accompagnés du président de la CTG. Après avoir rencontré la ministre des Outre-mer, les porte-paroles expriment leur enthousiasme quant à l'obtention des 3 milliards d'euros demandés dans les accords de Guyane. En moins d'1 an, il y a eu pas mal de réalisations. Le sénateur Passion a eu le temps de faire un petit calcul sur les mesures engagées et puis les mesures mises en œuvre. Je crois que nous allons dans le bon sens. Après, l'idée n'est pas après ces points d'étape de venir et de dire à la population que rien ne va ou que ça tourne au ralenti. Nous avons bien sûr appuyé et de dire que les points bloquants devraient être accélérés pour que la population puisse voir la prolifération de grues dans le paysage guyanais et de voir clairement que les choses avancent. Mais je crois tout simplement que nous allons dans le bon sens et que là où ça bloque, il faudra qu'on trouve des solutions, mais on avance. Aujourd'hui, c'est plus de 30 axes mentionnés dans l'accord de Guyane qui sont en développement, notamment pour le commissariat de l'Ouest qui devrait voir le jour aux alentours de 2021, ainsi que la cité judiciaire. Mais aussi la construction du centre hospitalier à Maripasoula. Actuellement, nous avons dépassé les 1,5 milliard. 1,5 milliard. Donc maintenant, il faut que des dossiers s'abondent et se multiplient, puisque je vous rappelle que le président Macron a dit « moi je veux des dossiers ». Donc déjà par exemple sur le numérique, les 40 millions proposés, nous irons très rapidement déjà sur pratiquement la moitié de la ventilation. Mais pour cela, mes services travaillent pour sortir les appels d'offres, sortir les dossiers. Alors maintenant, il y a les assises de l'outre-mer qui vont maintenant faire une sélection de dossiers, mais sur une petite somme, 1,7 milliard. On est quand même plusieurs, on est très nombreux. Donc il faudra voir quels sont les dossiers qui seront retenus. Et puis le plan de convergence qui sera issu des États généraux, qui devront faire synthèse avec les assises de l'outre-mer sur une bonne partie, en matière d'équipement, en matière d'infrastructure. Des mesures qui avancent mais qui prendront du temps. Seule la moitié de la somme est pour l'instant acquise.
Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le salon Les 3 jours de l'immobilier au WTC de Jarry, avec une nocturne prévue d'ailleurs ce soir. Et nous verrons comment les agents du parc national protègent les sternes, ces oiseaux marins qui affectionnent l'île Blanc pour y faire leur nid. Mais avant, à Saint-François, la municipalité doit faire face à une recrudescence de la délinquance juvénile. Entre 2016 et 2017, le nombre de mineurs qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires a augmenté de 50%. Le maire, soucieux d'inverser cette tendance, a décidé de créer un conseil pour les droits et devoirs des familles afin d'aider les parents à préserver la cellule familiale. Le reportage est signé Yvan Lemar. Le CDDF, Conseil pour les droits et devoirs des familles, est un dispositif d'accompagnement des parents qui vise les mineurs en difficulté ou les délinquants. Il vient en complément du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, comme le prévoit la loi depuis 2007. Nous avons quand même une croissance en 2017 des jeunes mineurs qui ont fait l'objet d'une prise en charge par le procureur de la République. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des condamnations, mais ça montre que nous devons aider, nous devons accompagner, nous devons participer avec l'éducation nationale sur la voie publique à l'amélioration des conditions de prise en charge, de prévention, d'accompagnement et de solidarité des familles sur des questions de sécurité bien entendu, mais aussi de prévention de la délinquance. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce Conseil des droits et des devoirs des familles. Le CDDF est composé d'acteurs du social, de l'État, de l'éducation nationale et de la collectivité de Saint-François. Ce conseil intervient prioritairement en prévention et en éducation. Le but est de ne pas utiliser systématiquement le levier répressif afin d'accompagner ces jeunes dans l'élaboration de leur projet de vie. Ce conseil qui est donc divisé en deux instances, le conseil supérieur qui sera chargé de fixer les grandes orientations, la stratégie générale et les modalités de traitement de l'information entre les partenaires, chapeautera le travail d'une commission technique qui, elle, sera composée d'agents de terrain, de proximité, des personnes dont les familles ont avec lesquelles elles ont l'habitude de travailler. Le conseil supérieur, lui, se réunira 1 à 2 fois par an pour fixer les grandes orientations et la commission technique, elle, se réunira beaucoup plus souvent puisque cela dépendra du nombre de cas et de dossiers dont le coordonnateur de la commission technique aura été saisi. Ce conseil pourra intervenir en cas de signalement, mais aussi à la demande des familles. Je crois qu'il faut d'abord en attendre une implication beaucoup plus forte des familles, un travail à mener en collaboration étroite entre la municipalité, les services de l'État, les grandes collectivités qui sont aussi membres, pour faire en sorte que les familles soient soutenues et puissent répondre aux questions que pose parfois une délinquance qui s'exprime de manière très précoce. Ce CDDF pourra mettre en place différentes actions pour aider les parents dans leurs difficultés quotidiennes. Il pourra aussi aider des jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle. Ce conseil s'est fixé comme objectif d'accompagner une cinquantaine de familles en 2018. Et puis pour mûrir et grandir, la littérature est également là. Elle nous aide à penser le monde autrement. Notre première invitée ce soir a eu l'idée d'écrire un livre pour enfants qui parle en substance du racisme. De quelle couleur es-tu? Un album édité aux éditions Caribule, une édition guadeloupéenne. Pascal Bougeot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors vous êtes auteure, illustratrice. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à imaginer un livre pour enfants qui parlera en substance du racisme, parce qu'il s'agit du vivre ensemble en vérité? Exactement. Donc en fait, c'est une commande des éditions Caribule, une commande sur la couleur, les différentes couleurs de peau. Voilà. Donc j'ai imaginé une histoire qui puisse, dans laquelle je puisse partager mon plaisir d'être dans un monde aussi divers. L'héroïne de votre bande dessinée est une petite fille marie-galantaise, elle est de la Guadeloupe, elle est de l'archipel. Elle se définit elle-même avec une couleur caramel. Quelle est son histoire et puis que fait-elle? Alors en fait, donc cette petite fille, effectivement, je me suis inspirée d'une enfant que j'ai rencontrée à Marie-Galante. J'ai été dans une famille marie-galantaise pendant plusieurs semaines et j'ai inventé plein d'histoires. Donc là, quand j'ai inventé de quelle couleur es-tu, ça m'a paru évident de commencer par cette petite fille. Donc elle se présente par la couleur de sa peau et elle présente son amoureux, sa meilleure amie pour la vie, ses frères, ses sœurs, ses parents, ses grands-parents, côté papa, côté maman, ses voisins, voisines. Et en fait, toutes ces personnes
organise une fête pour inviter un nouveau venu. Et le nouveau venu, en fait, c'est le lecteur. Et il est invité, on ne se préoccupe pas de la couleur de sa peau, quel qu'il soit. De toute façon, ce sera tous les lecteurs de cet album-là. Et c'est ça, et c'est assez amusant de voir avec quelle facilité elle se décrit elle-même. Moi, je suis couleur caramel, et puis ceux qui sont autour d'elle, ma sœur est bois de rose, mon frère Annie étoilé. Le monde a-t-il perdu son âme d'enfant? J'aimerais que... Non, il n'a pas perdu son âme d'enfant. Il le retrouve en présence de chaque enfant différent. Donc, réjouissons-nous de notre diversité. Voilà, c'est ça que j'aimerais faire passer, et à travers les enfants qui, eux, je pense, n'ont pas de problème avec la diversité. Mais Pascal Bougeot, le racisme existe, c'est une réalité qui est transmise d'ailleurs dès le plus jeune âge aux enfants à la base. Bien sûr, c'est terrible, mais il est inutile. Hein. Alors que se réjouir de nos différences, ça c'est utile. C'est comme ça qu'on va construire un monde meilleur. Et bon, je suis sans doute naïve, mais à travers mes albums, vous croyez, vous espérez en tout cas. J'y crois. Pascal Bougeot, votre histoire est intimement liée à celle de la Guadeloupe. Vous l'avez dit, vous avez séjourné chez une famille marie-galantaise pendant quelques semaines, mais ce n'est pas la première fois que vous écrivez un livre pour enfants qui s'inspire de la Guadeloupe. D'où vient ce lien avec notre archipel, et puis qu'est-ce qu'il vous a apporté? Alors, ce lien, c'est une histoire toute bête. C'est une amie qui a voyagé à Marie-Galante, qui a été donc dans cette famille, chez Arletty et ses enfants, chez la maman. Elle est revenue de voyage et elle m'a dit « j'ai trouvé un lieu pour toi ». Et quand elle me l'a décrit, je me suis dit « effectivement, c'est un lieu pour moi ». Donc je suis venue passer une première fois une semaine chez Arletty. J'ai tellement aimé que, ayant obtenu une bourse du Centre national du livre, j'ai décidé de venir passer 3 mois avec mes 2 enfants et mon mari pour partager la vie de Marie-Galante. Donc en fait, mes enfants, pendant 3 mois, ont été avec les enfants, les voisins, les voisines, les cousins, les cousines. Et pour moi, ça a été une formidable source d'inspiration pour des albums que j'ai faits, effectivement, qui ont pour thème la vie ici, quotidienne. Parce que c'est ça qui m'intéresse, en fait. Quand je voyage, que ce soit au Togo, au Mali, au Japon, au Maroc, en Algérie, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien, par les enfants. Merci en tout cas Pascal Bougeot d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir avec cet album tout en couleur. De quelle couleur es-tu? Magnifique d'ailleurs. Nous parlons maintenant d'un autre sujet, une autre beauté, celle de la nature. Vous savez, les sternes sont menacés sur l'île et Blanc en Guadeloupe. Donc jusqu'à la fin des grandes vacances, l'accès à cette île sera interdit, et pour cause, elles y viennent, ces oiseaux y viennent en tout cas pour faire leur nid, pour se reproduire. Et les équipes sont sur place pour veiller justement à leur protection. Ce sont les agents du Parc national. Karen Diama a rejoint l'équipage pour la traversée. On regarde son reportage. Une fois par mois, cette équipe du Parc national part en mission de comptage. Objectif, s'assurer de la bonne reproduction des oiseaux marins. On a des missions en mer, plusieurs missions. Donc là, nous, en général, nos missions, ce sont des missions de surveillance. On est comme des anges gardiens et il y a différentes zones. Donc là, on est en zone de cœur. Donc la réglementation, c'est une réglementation particulière. Il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire, évidemment. Donc nous, notre rôle, c'est de s'assurer que les gens ils respectent la réglementation. D'accord, qu'il n'y ait pas de choses illicites, que les gens ne fassent pas du n'importe quoi, que les gens ils aient, on va dire, un rôle responsable, d'accord, de la nature. Ce matin, il s'intéresse à la prochaine reproduction des sternes qui a lieu chaque année sur l'île et Blanc. C'est un îlet qui est vraiment très bien placé. On a la tête à l'anglais qui n'est pas très loin. Et cet îlet va servir de reposoir pour les sternes. Donc la problématique c'est quoi? C'est de la protéger pour pouvoir permettre aux sternes de se reproduire. Nous avons 2 espèces de sternes qui se reproduisent ici. C'est la petite sterne et la sterne de Dougal qui viennent à partir depuis le mois de... Ils sont sur zone depuis le mois d'avril. Et vers le mois de mai, ils commencent à nicher. Alors, depuis 1997, un arrêté préfectoral interdisant l'accès et l'approche à moins de 100 mètres de l'île et Blanc a été mis en place du 1er mai au 31 août. Nous allons mettre en place une délimitation
pour bien expliquer aux gens de rester à 100 mètres de l'îlet, pour permettre aux oiseaux de nicher en toute tranquillité. Alors le problème qu'on rencontre souvent, c'est que les gens ils ne respectent pas cet arrêté. C'est un arrêté préfectoral qui a été pris depuis 1997. Il faut savoir que l'îlet est déjà protégée naturellement depuis 1987 par le fait qu'elle sera en cœur de parc. Mais là, pendant 4 mois, elle va être fermée. Personne ne doit y débarquer. Voilà, c'est vraiment pour donner aux oiseaux la chance de se reproduire. C'est, comme disait tout à l'heure là Yannick, nous sommes les anges gardiens de cet endroit, nous sommes les anges gardiens de ces oiseaux pour leur permettre de se reproduire et que nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître les sternes et avoir vraiment une biodiversité extraordinaire au niveau de la Guadeloupe. Chaque année, on compte environ une trentaine de nids de sternes, ce qui équivaut à une 50aine de naissances. Et dès sa descente de bateau, Karen Diama a promené son micro pour savoir si les Guadeloupéens, si vous êtes sensibles à ce type d'interdiction. On regarde les quelques réactions qu'elle a pu recueillir. Ben oui, c'est tout à fait normal, hein, je pense, d'interdire. Plus les périodes ne sont pas trop longues, donc c'est un peu normal de laisser un peu les îles entre guillemets pour que nos oiseaux se reproduisent. Je pense que c'est très bien. Nous avons besoin de protéger toute notre faune, notre patrimoine faunistique et floristique, et on ne fait pas assez encore. Il faudrait faire sur les zones de pêche, étendre ça à tous les animaux pour protéger notre faune. Oui, c'est super, il faut qu'on protège notre patrimoine. Je trouve que c'est bien pour l'environnement justement, de pouvoir protéger et de laisser la place aux oiseaux en fait, naturellement, de ne pas laisser l'humain, pour une fois, prendre la place sur la nature et laisser faire les choses justement pour la reproduction. Oui, je comprends entièrement parce que nous les humains, on a un espace de vie et les oiseaux aussi, enfin les animaux, les oiseaux, ils ont tous besoin de leur espace aussi pour vivre. Je trouve ça entièrement normal. Et c'est très bien d'interdire, il était temps, parce qu'on a déjà bousillé l'île des Carettes, qui est déjà à la moitié de sa superficie. Alors il faut bien protéger les autres. Et voilà, c'est dit. Il est sans doute l'artiste dancehall le plus anti-bling-bling, attaché profondément à son pays. Il revient après 4 ans d'absence sur la scène musicale avec un nouvel album intitulé En silence. Monsieur Sadiq, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne me trompe pas lorsque je dis l'artiste dancehall le plus anti-bling-bling, le plus anti-bling des artistes antillais. En tout cas, vous aimez parler vrai, d'authenticité. La popularité ne vous tente pas plus que ça. D'ailleurs, c'est le titre de votre dernier morceau populaire, extrait de l'album. On regarde ensemble un court extrait. Très bien. Listen. Oh. En tant que prière si populaire, en trop ancré à nos pays là, les réels pas en paix pour moi. C'est toujours mystère, ça délicat. Boula Z, nous catcher, où j'en connais, Bouga, quelqu'un fait, nous pas vrai, où j'en connais, pourquoi? En tant que prière si populaire, en trop ancré à nos pays là, les réels pas en paix pour moi. C'est toujours mystère, ça délicat. Boula Z, nous catcher, où j'en connais, Bouga, quelqu'un fait, nous pas vrai, où j'en connais, pourquoi? Ça arrive moins de crier au calme, les larités qu'à crier aux armes, les jeunes qui voyaient l'école au diable, en mettre les sons conscients au programme, en un des types fait porter en gamme, en pas biser ni Grammy Awards, en écrit des sons à l'encre noire, en vrai pas moins aimé au larmes, en préféré ça qu'on s'apito, en pour comparer. Monsieur Sadiq, l'album est sorti hier dans les bacs, aujourd'hui c'est déjà un succès, numéro 1 dans les enregistrements iTunes. Vous attendez un tel accueil de cet album? Il n'y a pas forcément de calcul hein, lorsqu'on travaille. Bien sûr, on a envie que l'album soit bien accueilli, mais on ne se dit pas on va être numéro 1 ou quoi que ce soit. D'ailleurs, rien n'a encore fait, puisqu'il s'agit de vente iTunes. Ça reste du numérique. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les concerts soient remplis, que les gens accueillent bien les albums dans leur famille. Pour moi, c'est ça. Monsieur Sadiq, avant de parler de l'album, de sa tonalité, sa couleur, vous parlez de popularité, ça ne m'intéresse pas trop. Vous n'y avez jamais pensé au succès national comme Kalash, par exemple? C'est pas que la popularité ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a des formats qui permettent d'accéder plus facilement à une grande notoriété et faire de plus grandes carrières.
Moi, je pense qu'il est important, lorsqu'on est artiste, en tout cas c'est le combat que je mène, de pouvoir servir son pays. Votre musique est un instrument ? La musique, c'est un instrument autant que la voix. Et si de parler de mon pays, de chanter des chansons en créole, me permet d'aller plus loin, je serais ravi. Donc vous le dites à la Guadeloupe avant tout. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cet album ? C'est pas uniquement la Guadeloupe. Alors l'album, bien sûr, Entre Hackers ou Veille en silence, il y a eu quelques années qui sont passées. Donc, 4 ans. Ma vie a un petit peu évolué. Je suis devenu papa entre-temps. Donc voilà, j'ai mûri et j'ai eu des expériences nouvelles qui ont permis que cet album soit plus riche que le précédent. D'ailleurs, j'en parle à travers les chansons. Mais je voulais rebondir sur la popularité et le côté artistique. Moi, je ne suis pas contre le bling-bling. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut donner l'impression, mais j'ai mon petit côté bling-bling aussi. Même si je tiens à bien sûr une certaine authenticité. Une certaine simplicité. Et même la popularité. Moi, je ne suis pas contre la popularité. Mais si demain, je suis plus populaire que je le suis aujourd'hui, c'est toujours en amenant les valeurs de mon pays, la culture et tout ce qui m'a été enseigné et transmis à travers mon éducation. Sans se fourvoyer, en gros. C'est un peu ça. Exactement. Qu'est-ce qui vous a inspiré alors pour cet album ? De quoi parle-t-il exactement ? Vous avez mûri, vous êtes devenu papa aujourd'hui. Des thématiques ont changé ? Alors, les thématiques, grosso modo, sont les mêmes. Je parle de la famille, de la trahison, je parle de l'amour, je parle de Dieu. Donc ce sont des thèmes qu'on retrouve sur d'autres albums, mais c'est peut-être la façon d'aborder les thèmes, les supports musicaux, les mélodies qui sont différentes, les sonorités. Donc c'est un album qui est éclectique, qui est tout public. C'est un album qui correspond aux jeunes, aux moins jeunes, qu'on peut écouter en famille. Pour moi, c'est ce qui est important, parce que lorsque je fais un album, c'est qu'il faut qu'il soit à l'image de ma famille. Il faut que mes parents puissent écouter l'album, que mon fils puisse écouter l'album, que les petits cousins, les petites cousines m'accompagnent, que toute la famille puisse écouter l'album. Et là, je sais que je fais un album au format de la famille guadeloupéenne. Vous m'avez dit tout à l'heure d'ailleurs que Populaine n'est pas forcément représentatif de cet album Pop Caribéen. Ben non, puisque Populaire, c'est un morceau qui est un peu dans la tendance, j'ai envie de dire, trap, parce que c'est ma base, c'est le rap. Donc c'était l'occasion aussi de montrer que je suis capable de faire ce genre de morceau, qui parle peut-être un peu plus dans son style aux moins jeunes, mais tout autant aux moins jeunes à travers les paroles. Donc il n'y a pas que des morceaux de ce style-là sur l'album, il y a des morceaux acoustiques, guitare-voix. Pour ceux qui ont déjà l'album, et j'ai reçu pas mal de messages pour un morceau qui s'appelle Ou Péqué tout seul, où je parle de mes départs lors des représentations du département et quand il faut laisser des difficultés, lorsqu'il faut laisser mon fils par exemple. Donc on parle de ça aussi. Donc ça, ce sont des morceaux de guitare-voix où je parle de la famille. Donc il y a vraiment de tout sur cet album. Mais ce qui est important de retenir encore une fois, c'est le côté transgénérationnel de l'album. Demain soir, vous serez à l'appart pour présenter à votre public votre nouvel album. Et puis d'autres dates sont également à venir. Bien sûr. Alors, je ne pourrais pas donner les dates puisque je ne les ai pas toutes en tête, mais c'est vrai que... Vous serez bientôt en Martinique aussi. En Martinique, voilà, prochainement. Donc demain soir à l'appart, bien sûr, pour présenter l'album, à la presse notamment, qui nous fera l'honneur d'être présente. Et ensuite, on sera du côté de Robert Loison, on fera une date à l'auditorium de Basse-Terre sûrement. Et en fin d'année, on va faire un grand concert au Palais des Sports du Gosier. Voilà. Merci en tout cas, M. Sadik, d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir pour présenter cet album en silence. Nous passons à un autre sujet maintenant. Peut-être que vous êtes propriétaire, vous avez un projet dans l'immobilier. Depuis hier, le WTC de Jarry accueille les 3 jours de l'immobilier. Ce soir, les portes du salon se fermeront d'ailleurs à 20h30. Pour vous donner une idée, nous donner une idée ce soir de ce qui est proposé, Anne-Elisabeth Artsen est allée faire un tour avec Moïse Dexter. Vous regardez avec moi ? Avec plaisir. Un projet de construction ou d'acquisition de biens, les 3 jours de l'immobilier et de la construction au WTC vous accueillent pour cette 14e édition où infos pratiques et conseils s'entremêlent. 3 jours l'immobilier et la construction a pu évoluer avec les partenaires et les exposants présents au fil des années. Évoluer tout en gardant son thème qui est évidemment tout ce qui tourne autour de l'immobilier et de la construction, en ouvrant un peu plus sur aujourd'hui, vous savez, les gens ils construisent et puis ils se réservent des lots pour les finitions, etc. Donc on est ouvert sur des matériaux, sur l'innovation, sur les matériaux innovants et sur aussi le conseil, bien sûr, toujours le financement. Bon, il y a aussi le contexte économique, aussi la qualité du salon. On espère et on essaye toujours de considérer et les exposants et le public et d'offrir toujours le maximum d'informations et de les mettre à jour à chaque fois avec les institutions et
regrouper en un seul lieu le plus de monde possible. Pour ces visiteurs, l'occasion est toute trouvée de finaliser et même de consolider leur projet immobilier. On est surtout venu pour un peu se renseigner, voir effectivement pour se lancer dans notre projet de construction, essayer de trouver de bonnes affaires, on va dire, si on peut se le permettre, et puis voir un peu aussi tout ce qui se fait et profiter en tout cas de ce salon. Quand vous avez des idées que vous ne savez pas comment les mettre sur papier, comment les concrétiser, donc c'est bien d'avoir des professionnels, c'est vrai d'avoir des gens qui connaissent le milieu pour vous permettre de mener à bien votre projet en évitant surtout les pièges. Stands d'information, conférences et coaching sont donc au programme de ce salon de l'immobilier et de la construction qui a ouvert ses portes hier et ce jusqu'à samedi 19h. C'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Sainte-Anne, les coupures sont prévues dans votre commune demain soir à partir de 18h. De dimanche, ce seront les communes de Capesterre, les Saintes et le centre-ville des Abîmes qui seront concernés. L'établissement français du sang Guadeloupe demande aux Guadeloupéens de se mobiliser au cours des 4 prochaines semaines. Ils seront demain lors d'une grande mobilisation avec les motards du Nord toute la matinée à l'EFS, situé non loin du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Lundi, le rendez-vous aura lieu au RSMA de La Jaille à Bemao toute la matinée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 20 avril. Nous l'avons vu ce soir, il faudra attendre encore un mois pour connaître la décision de délocaliser totalement ou partiellement le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. C'est l'annonce faite hier soir par la directrice de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe. Et puis les réserves de sang sont au plus bas. L'EFS sensibilise la population guadeloupéenne. Les motards du Nord ont décidé, eux, de lancer une opération demain, un motard, une poche qui aura lieu justement au siège de l'établissement français du sang, non loin du centre hospitalier. Et puis nous l'avons vu, l'île Blanc, refuge des oiseaux sternes pour leur reproduction, sera interdit d'accès à tous les visiteurs jusqu'à la fin des grandes vacances. Nous sommes allés sur place avec les agents du Parc national voir comment ces derniers veillent à leur protection. Et puis ce soir, Monsieur Sadik était notre invité. Son album est sorti aujourd'hui. Il est déjà numéro 1 dans les ventes sur iTunes, En silence. Un album qu'il nous a présenté ce soir. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve lundi. D'ici là, prenez soin de vous. Excellent week-end à vous. Au revoir.